Alors, le rapport est très dense, hein, et comme ce matin nous sommes en temps un peu limité, je vais essayer de faire ressortir les points qui me semblent le plus important à faire intégrer dans votre rapport. Le premier élément de satisfaction, pour moi, en tant qu'écologiste, c'est le lien qui est explicitement mis en avant et qui relève le fait qu'aujourd'hui, le règlement doit proposer un lien direct entre sécurité et environnement. Et donc l'environnement, c'est le plus grand défi qui attend le secteur aérien. Les prévisions de trafic sont de l'ordre de plus de 50% entre 2012 et 2035. Le secteur devra donc s'adapter et être compatible à un enjeu majeur qu'on a tous signé avec un grand sourire et qui était historique, c'est la COP21. Donc, pour les avions, la prise en compte de l'environnement, elle pourra se faire au moins de deux façons, je pense. Tout d'abord, en instaurant des objectifs de réduction carbone et des mécanismes de régulation, comme ça va être discuté à l'ICAO en même temps que ces négociations, mais on voit bien qu'on ne va pas être encore satisfait par ça, réellement pointer les objectifs, notamment de la COP21, donc je pense qu'il faudra aller plus loin. D'autre part, en faisant d'immenses progrès, notamment pour alléger les matériaux des avions, pour développer des carburants alternatifs, etc. Mais tous ces changements doivent pas se faire au détriment, ça a été dit par mes collègues, mais je le redis, notamment au détriment de la sécurité. Et je pense que l'EASA est là, avec ses procédés de certification, pour s'assurer que dans un secteur où les technologies évoluent à toute vitesse, il n'y aura pas de tension entre environnement et sécurité. Au contraire, je pense que c'est un point qui est très important et sur lequel il va falloir insister dans le rapport. Le deuxième lien qui est important, monsieur le rapporteur, je pense qu'il faut, après la sécurité et l'environnement, je pense qu'il faut vraiment formuler dans ce rapport le lien qui existe entre sécurité et la question sociale. On a auditionné dans cette commission récemment monsieur Patrick Caille pour tirer justement tous les enseignements du crash, souvenez-vous mes chers collègues, du crash du vol MH17 en Ukraine. On aurait pu faire la même chose, notamment sur le crash de la Germanwings. Et je voudrais ici, et je vais prendre juste une minute, mais pour vous expliquer pourquoi le lien est important. Je pense qu'il ne faut pas négliger le facteur humain, surtout par exemple quand on regarde l'impact sur la question des contrats 0 heure, du pay to fly, du statut des faux indépendants, sur le moral des pilotes, sur notamment la place des personnels de cabine. Il y a tous des conditionnements de ces métiers pour lesquels les conditions socio-économiques et la précarité peuvent avoir des effets désastreux. Et pour les pilotes, en tout cas, c'est le cas. Et donc moi, j'aimerais me rapprocher de notre rapporteur pour faire des propositions concrètes sur ce sujet. Ensuite, je vais revenir, une fois qu'on a dit ça, pour moi, il y a aussi, il y a plein d'autres sujets, mais je voudrais revenir sur notre audition de ce matin. Je vous ai vraiment bien entendu et j'ai fait très attention à ce que vous avez dit. Je pense que la question des drones est une question plus que urgente et importante. Je crois que ce n'est pas de la science-fiction. Je crois qu'on va devoir approfondir notamment la question ici et maintenant. Pourquoi? Parce qu'on révise le règlement de l'EASA tous les 7 à 10 ans et je mets ma main à couper que dans 10 ans, c'est-à-dire en 2016, mais les drones feront partie courante de nos vies. Ils feront partie du décor, si je peux dire. Il y aura des drones de livraison, il y aura des drones au-dessus des champs, au-dessus des autoroutes. Bon, je ne vais pas faire toute la sélection des drones que vous allez voir, je ne vais pas vous faire peur. Mais, en tout cas, je trouve qu'il ne faut pas le prendre d'une manière apocalyptique. Il faut le prendre comme, justement, un événement assez, je veux dire, fascinant et excitant, puisqu'on a tout à faire. Et donc, d'ici 2026, moi, je ne veux pas qu'il y ait un vide juridique et législatif parce qu'on n'aura pas anticipé la situation. Donc, je plaide pour qu'on donne dans ce texte un cadre au moins minimal pour régler notamment les drones sur leur usage, leurs caractéristiques. Donc, je vais donner quelques pistes de réflexion. Maintenant, il faudrait... et j'ai été contente d'entendre j'ai oublié votre nom, excusez-moi, mais
le monsieur de la DGAC représentant la France, parce que vous avez déjà anticipé, notamment sur une task force, quoi. Je veux dire, c'est quand même un vrai travail avec des pistes de travail, etc. Donc moi, j'aimerais bien, je vais essayer de voir avec notre rapporteur, mais si on avait une task force un peu au niveau européen, justement en lien avec les différents États, ce serait très bien. Alors, le principe général, pour moi, c'est un drone, c'est un avion piloté. Si on part de ça, ça veut dire que ce drone, moi, je veux qu'il soit vu par les contrôleurs de la navigation, grâce notamment à des équipements à bord de CNS, communication, navigation et surveillance, pour qu'il y ait un pilote qui puisse entrer en contact à tout moment avec le contrôleur et que le pilote ait déposé au préalable son plan de contrôle de vol à Eurocontrol et que, bien entendu, il soit titulaire d'une licence. Vous l'avez rappelé plusieurs fois. Moi, je pense que ça doit être la règle générale. La deuxième chose, et ensuite j'ai conscience qu'un drone n'est pas tout à fait un avion non plus, mais qu'on doit tenir compte des spécificités. Et donc, s'il occupe un espace aérien partagé avec des avions pilotés, présents à des faibles altitudes. Donc, ça pose aussi un double risque, celui de la séparation horizontale au-delà de 150 mètres avec les avions et la séparation verticale avec le sol à très faible altitude. Donc, toutes les règles de sécurité dans cette couche entre 0 et 150 mètres sont à inventer, puisqu'elles n'existent pas. Donc, par exemple, on peut se poser des questions. Faut-il obliger le pilote à avoir un visuel? Vous l'avez un petit peu dit, monsieur de l'EASA. Faut-il prévoir des technologies d'évitement embarquées? Faut-il prévoir un plan de retour à la base automatique en cas de problème? Donc c'est un peu compliqué tout ça, mais je pense que c'est vraiment le champ à explorer et on a différentes questions sur lesquelles il faut qu'on trouve des réponses assez rapidement. La dernière chose, je pense que si la règle générale, c'est de considérer les drones comme des avions, il faut aussi définir le ou les catégories de drones qui représentent un moindre danger pour les avions comme au sol. Et donc, qui pourront bénéficier un petit peu d'un régime d'exception. Et là, je suis désolée, mais je pense qu'il y a une typologie à faire. C'est-à-dire qu'il faut l'élaborer selon la taille, selon le système de propulsion, la capacité en vol du drone, ses équipements à bord, l'usage professionnel ou de loisirs, etc. Ensuite, je pense que la proposition de règlement ne prescrit aucune règle ni aucune typologie, et donc il va falloir l'inventer. Et je pense que moi, je suis pour qu'on n'en fasse pas un petit sujet. Ce n'est pas un détail, les drones. C'est véritablement un des vrais sujets, notamment de ce futur qui va être fascinant. Donc, il n'est pas seulement technique non plus. Donc, c'est à nous de la faire. Et dans cette commission parlementaire, moi, je porte encore une fois une volonté de bien faire. Et donc, j'espère que monsieur le rapporteur, monsieur Marinescu, on fera de très bonnes propositions pour pouvoir avancer. En tout cas, j'espère qu'on aura peut-être l'occasion d'essayer d'avancer aussi en termes de législation. Merci. Merci, Dieter.